bonsoir et merci d'être avec nous encore ce soir. Donc, on va enchaîner avec notre deuxième séance sur la sclérose en plaques. Encore une fois, merci à nos laboratoires pharmaceutiques qui nous ont aidés. Je les cite encore une fois, Novartis, Sanofi, Roche, Merck et Biologics. Donc, ce soir, on va avoir Dr. Joseph Hatem, neurologue à l'Hôtel Dieu et à l'hôpital Mont-Liban, qui va modérer cette session. Donc, Dr. Hatem, à toi la parole. Nous allons commencer la première présentation qui sera faite par professeur Adnan Awada, qui parlera de l'importance de la prise en charge multidisciplinaire dans la sclérose en plaques. Dr Awada nous parle à partir de la France, comme vous savez. À vous la parole, professeur. Merci, Joseph. Ça me fait plaisir de voir que vous arrivez à subsister, à continuer l'académisme dans une atmosphère pareille. Voilà. Est-ce que vous voyez les diapos là, ça va? Est-ce que vous voyez les diapos? Oui, c'est bon. C'est bon. Oui, oui. Donc, ça sera une présentation assez courte sur l'importance de l'approche multidisciplinaire dans la sclérose en plaques. D'après la définition de l'OMS de 1946, quand cette organisation a été fondée, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Ceci n'a pas été modifié depuis, mais en pratique quotidienne, la prise en charge des personnes malades est en pleine mutation. Quand j'ai commencé la médecine, le médecin, c'était un demi-dieu. Il faisait ce qu'il voulait. Maintenant, les choses ont changé. On est un acteur parmi beaucoup d'autres parce qu'il faut prendre le patient comme un tout, sa maladie, mais aussi sa vie, sa situation, ses enfants, ses proches et l'ensemble des choses. Ceci donc a amené progressivement au cours des 10 ou 15 dernières années à aller de plus en plus vers ce qu'on appelle une prise en charge globale du patient ou holistique. Ceci désigne toutes les techniques thérapeutiques qui prennent en compte la globalité de l'individu dans ses dimensions physiques, la maladie, mais aussi mentale, émotionnelle, familiale, sociale, culturelle, spirituelle, c'est-à-dire on considère le patient comme un tout et pas comme seulement un organe, un cerveau ou une moelle épinière ou un estomac ou un côlon. Donc, les choses évoluent petit à petit. Sur ce petit dessin, vous voyez où on était avant. Le médecin qui faisait tout, je somme votre médecin et c'est moi qui prescrivons avec 3 ou 5 têtes. Il faisait à la fois le médecin, le conseiller social, le psychanalyste, celui qui résolvait les problèmes, etc. Mais on est passé donc à ce que vous voyez sur la droite de cette diapo, une équipe multidisciplinaire coordonnée et chacun joue un rôle dans cette équipe. Alors, quelle est l'équipe multidisciplinaire idéale pour prendre en charge un malade de sclérose en plaques? Vous avez le patient au milieu et puis tous ces acteurs vont travailler pour le prendre en charge. Bien sûr, le neurologue, jusqu'à maintenant, il est indispensable. On ne sait pas pour combien de temps encore. Le résident et l'interne. L'infirmière spécialisée qui a de plus en plus de rôles, comme on va voir. Le radiologue, parce que c'est souvent lui qui pose le diagnostic, pour commencer. Et puis le médecin de médecine physique avec toute son équipe de kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, prothésistes et orthésistes. Le psychologue ou le psychiatre ou les deux, d'autres spécialistes médicaux et enfin le travailleur social. Alors quel est le rôle de chacun? Le neurologue, ça reste toujours quand même jusqu'à 2021 la pierre angulaire
de la prise en charge multidisciplinaire. On ne sait pas si ça va continuer, si on continue sur notre lancée. C'est bien sûr le premier interlocuteur du patient, c'est lui qui fait le diagnostic, c'est lui qui met le traitement en place, le traitement adéquat. Il est au cœur de la prise en charge multidisciplinaire, celui qui va coordonner la stratégie de prise en charge et qui l'adapte si nécessaire. Et de point de vue psychologique, il a la tâche délicate d'annoncer le diagnostic au patient et lui donner tous les éléments et explications indispensables pour l'aider à mieux comprendre et accepter sa maladie. Alors, le résident et l'interne, ils se grattent la tête, mais ils sont indispensables quand même. Que ferions-nous sans eux? C'est eux qui sont là jour et nuit, au plus près du malade, du moins le malade hospitalisé. Le rôle de le résident et de l'interne, c'est donnant-donnant, c'est-à-dire ils font un travail à l'hôpital, mais c'est à nous aussi de leur passer les compétences et notre expérience. Donc, ils aident, mais en contrepartie, ils doivent se former et acquérir les compétences et l'expérience nécessaires pour offrir aux patients hospitalisés et ceux en consultation externe et être indépendants dans l'avenir. Donc, tant qu'ils sont à ce stade, ils vont travailler sous la supervision directe des neurologues et vont être initiés éventuellement au programme de recherche lorsqu'il y en a. Donc, c'est un rôle transitoire dans leur vie de médecin, mais c'est un rôle charnière parce que c'est là qu'ils vont acquérir les bons réflexes. L'infirmière spécialisée, elle a eu droit à une diapo toute seule parce que ça devient un pivot dans de plus en plus de centres. Son rôle complémentaire est indispensable. Elle joue un rôle primordial dans la prise en charge. Alors, je dis infirmière, mais ça peut être un infirmier. Hein. Maintenant, on est à l'égalité homme-femme. Donc, elle joue un rôle primordial dans la prise en charge des patients. Elle est essentielle dans l'administration et le suivi des actes de soins et l'accompagnement et le soutien psychologique des patients. Elle est souvent impliquée dans l'éducation thérapeutique, dispensée à la fois au patient et son entourage, notamment à la formation du patient à l'auto-injection, puisque, comme vous savez, il y a encore beaucoup de produits thérapeutiques de la sclérose en plaques que le patient s'auto-injecte, que ce soit par voie sous-cutanée ou rarement intramusculaire. En plus, le patient est souvent plus proche de l'infirmière que du médecin et il va lui exprimer plus facilement ses plaintes et les symptômes dont il souffre. Et puis finalement, elle est indispensable aussi pour certains gestes techniques comme le sondage urinaire ou la formation du patient à l'autosondage. Le radiologue, pourquoi je l'ai mis dans cette équipe pluridisciplinaire? Parce que c'est souvent lui le premier qui fait le diagnostic de sclérose en plaques, parce qu'il dispose de l'IRM, qui est la clé de l'affirmation du diagnostic. Alors, parfois, le neurologue suspecte le diagnostic et le radiologue le confirme, mais parfois, on trouve des scléroses en plaques asymptomatiques, ce qu'on appelle la radiologically isolated syndrome. Hein. Et donc, alors, il y a une certaine difficulté parce que souvent le radiologue va employer pour la description, pour ne pas dire sclérose en plaques, il va employer les termes démyélinisation, maladie inflammatoire, plaques. Mais le patient va aller sur Internet, il va chercher et puis va trouver qu'il a un diagnostic de sclérose en plaques. Et donc, parfois, ça pose un peu de difficulté parce que le patient va suspecter la maladie ou s'assurer qu'il a la maladie avant même que le diagnostic soit officiellement posé par le neurologue. Et que de fois, ces termes vont mener à des catastrophes psychologiques
parce qu'on voit des petites taches blanches dans la migraine, chez les personnes âgées, etc. Et il suffit de prononcer le terme possible maladie inflammatoire ou possible démyélinisation pour que le patient soit certain qu'il a une sclérose en plaques, et c'est une catastrophe et c'est très difficile après de le convaincre que c'est pas ça. Donc, il est essentiel que le radiologue ait des liens de proximité avec le neurologue afin de ne pas augmenter l'anxiété du patient et que l'annonce du diagnostic soit la mieux accompagnée possible. Le radiologue aussi est essentiel pour juger de l'évolutivité lésionnelle, l'élimination d'une affection associée et avec les traitements de plus en plus puissants, de savoir détecter précocement le diagnostic de leucoencéphalite multifocale progressive, la fameuse LAMP, qui a été décrit d'abord avec le natalizumab, puis maintenant a été décrite avec presque tous les traitements de la sclérose en plaques, à part les interférons. Voilà par exemple des images typiques de sclérose en plaques. Bon, pour un œil averti, on va tout de suite savoir que c'est une sclérose en plaques avec les flamèches perpendiculaires au corps calleux et perpendiculaires au corps des ventricules et ovalaires, etc. Et voilà un malade qui a une leucoencéphalite multifocale progressive. Ce n'est pas les mêmes images, mais il faut les détecter précocement avant que les choses évoluent pour pouvoir les prendre en charge. Alors, le médecin de médecine physique et de réadaptation, là, c'est une activité multidisciplinaire dans l'équipe multidisciplinaire, puisque à elle seule, cette activité va réunir tout le personnel paramédical spécialisé, tel que les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les orthophonistes, les prothésistes et les orthésistes. Alors, dans le cadre de la sclérose en plaques, souvent le médecin rééducateur peut guider et personnaliser le programme de rééducation du patient pour optimiser la récupération motrice, améliorer les troubles de l'équilibre, conserver la marche le plus longtemps possible, lutter contre la spasticité. Alors là, ça fait intervenir parfois la médecine physique, parfois les neurologues par injection de Botox ou donner du lioresal et produits apparentés, parfois même les neurochirurgiens en mettant des pompes à lioresal ou une rhizotomie. Et finalement, les douleurs, aussi, là, c'est entre les neurologues et le médecin de médecine physique qui les prennent en charge. Et puis, quand le patient n'a plus son autonomie, le médecin de médecine physique et de réadaptation va l'orienter et le conseiller et conseiller son entourage dans le choix des aides techniques et des aménagements, les lits spécialisés, les matelas spécialisés, avec l'aide de l'infirmière souvent. Comment compenser son handicap, comment passer du lit au fauteuil, etc., pour le laisser le plus longtemps autonome et avoir une qualité de vie acceptable. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux. On tire pour la spasticité, l'ergothérapie, on apprend à tout faire en étant alité, comme Gaston Lagaffe sur cette caricature. Et puis souvent, les orthophonistes jouent un rôle important pour apprendre ou corriger la déglutition atypique. Le psychologue ou le psychiatre, les caricatures du coin, il dit: mon drame, voyez-vous, c'est que je n'ai plus personne à qui parler parce que son psychiatre n'est plus derrière lui. Bon, donc le psychologue et le psychiatre, ça sert d'abord à ce que le malade s'exprime et on va l'aider psychologiquement au moment de l'annonce du diagnostic, s'il s'aggrave, s'il y a un changement qui intervient dans sa vie. Le psychologue va aider les patients à exprimer certains aspects affectifs ou les situations matérielles difficilement abordables avec les proches. Et le soutien psychologique peut également s'appliquer à l'entourage familial.
D'autres spécialistes médicaux, l'urologue et l'ophtalmologue, sont souvent appelés en renfort dans la sclérose en plaques. L'urologue, parce que beaucoup de patients qui ont la sclérose en plaques ont des problèmes de vessie. Et bon, les neurologues essayent de les traiter au début, mais il arrive un temps où il faut une cystoménométrie, un bilan urodynamique, parfois des injections intravésicales de toxines botuliques ou chirurgie de la vessie quand les sondages ne sont plus suffisants. L'ophtalmologue intervient souvent précocement au début de la maladie, puisque un tiers des scléroses en plaques commence par une névrite optique rétrovulvaire, mais tout au long de la maladie, il peut être appelé en renfort aussi pour des problèmes oculaires et oculomoteurs. Et finalement, le travailleur social, ce n'est pas très à la mode au Liban, mais il joue un rôle très important dans les pays européens, par exemple, pour s'occuper des démarches vis-à-vis des autorités pour la prise en charge financière, résoudre le problème de travail, de handicap, de vie quotidienne et même de loisirs. Bon, espérons qu'au Liban, quand on se relèvera de cette situation épouvantable, aussi les travailleurs sociaux peuvent aider beaucoup les patients qui ont une sclérose en plaques. Alors, cette équipe multidisciplinaire travaille ensemble. Et donc, comment on peut travailler ensemble? Les professionnels de santé se réunissent ensemble souvent pour avoir des réunions de concertation pour discuter des dossiers ou le recours aux consultations d'expertise, pour améliorer les procédures et les protocoles, pour faire une formation destinée aux professionnels médicaux et paramédicaux et promouvoir des essais thérapeutiques. Maintenant, il y a une interface soignant-patient par l'intermédiaire de séances d'éducation thérapeutique, intégrant notamment l'apprentissage aux auto-injections, des traitements de fond, des réunions d'information et d'échange avec les patients et leur entourage et mise en place du soutien psychologique. Et pour finir, les associations de patients ont aussi une très grande importance. Ça permet d'offrir aux patients l'information actualisée. Ça leur donne la possibilité de s'exprimer, d'échanger, souvent par les réseaux sociaux, Facebook ou autres, ou groupes WhatsApp. Le recours aux associations est complémentaire à la prise en charge par les professionnels et ça permet de rompre l'isolement des patients en leur permettant de rencontrer d'autres malades et d'échanger avec des personnes qui comprennent leurs difficultés. Aussi, ces associations peuvent intervenir auprès des autorités de santé pour aider à la prise en charge idéale. Alors, au Liban, on avait 3 associations, je ne sais pas s'ils tiennent toujours sur leurs pieds. Donc, l'ALCEP, qui est l'association la plus ancienne et celle qui est entre guillemets officielle, l'ALICEP et puis Friends of MS. Et dans la Société libanaise de neurologie, on a aussi beaucoup aidé à la prise en charge sociale des scléroses en plaques, souvent en collaboration avec ces associations. Alors, pour finir, loin des yeux, près du cœur. Voilà une photo que j'ai retrouvée dans mon ordinateur montrant presque tous les membres du service et même Dr Koussa, quand il était là. J'ai rajouté en médaillon Gabriel et Michela. Et je n'ai pas trouvé une photo de Georges Jalach sur tout l'Internet. J'ai parcouru l'Internet en long et en large. Il est inexistant. Bon, sur ce, je vous dis merci d'avoir écouté. Et comme c'est écrit en haut, loin des yeux, mais près du cœur. Et à bientôt. Merci, Dr Awad, de cette présentation. J'espère que vous passez de bons moments en France, mieux qu'au Liban. Maintenant, il y a professeur Awada, professeur Aboud, qui nous présente le traitement à haute efficacité, pourquoi il faut commencer tôt
en cas de forme récurrente de sclérose en plaques. Voilà, la parole est à vous, Halim. Bon, avant de commencer ma présentation, je ne sais pas s'il y a des questions à poser à Dr. Awada. Donc, on peut, par exemple, prendre une ou deux questions si jamais quelqu'un, ou bien j'enchaîne avec ma présentation. Merci beaucoup, Dr. Awad. Juste merci et vous nous manquez beaucoup. Bon, donc merci encore une fois. Quand on parle de sclérose en plaques, on pense en premier à la forme rémitante qui représente à peu près 80% des formes. Et quand on parle de forme rémitante, il y a deux cas de figure. Il y a donc les poussées. Et entre les poussées, on peut avoir accumulé un handicap. La suivante, s'il vous plaît. Ou après une poussée, on peut avoir la suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, après une poussée, on peut avoir un handicap résiduel. Et dans ce cas-là, on va parler de RO. Et ou bien entre deux poussées, on peut avoir un handicap, donc une forme de progression qui est indépendante de la poussée. Et dans ce cas-là, on va parler de PIRA, la suivante s'il vous plaît. Donc, c'est les deux types d'handicap qui se progressent avec la progression de la maladie. Et donc, avec cette progression, on va passer d'une forme rémitante à une forme secondairement progressive. Et dans ce cas-là, on va avoir un handicap qui va s'installer d'une façon plus continuelle et additionnelle. De même, on va passer d'une forme active de sclérose en plaques dans la forme rémitante à une forme moins active au début de la forme secondairement progressive pour être complètement inactive dans les formes tardives de sclérose en plaques. La suivante, s'il vous plaît. Et donc, comme je vous ai dit, donc, forme la plus fréquente, c'est la forme rémitante, 85%. Et donc, à ce stade-là, on peut avoir deux types de malades, des malades qui sont naïfs de traitement et ceux qui sont déjà sous traitement. Donc, ça, si on les classe en fonction de traitement, mais on peut de même les classer en fonction de leur disease, donc de leur maladie. Est-ce qu'elle est active, est-ce qu'elle n'est pas active, ou bien est-ce qu'elle est moyennement active. C'est pour cela qu'on passe d'une maladie qui est complètement inactive vers une maladie qui est très active. Et peu importe le type de la maladie, ce qui nous intéresse, c'est que le malade ne fasse pas des poussées, c'est que les lésions n'augmentent pas au niveau du cerveau, et important, ce qui est encore important, c'est que l'handicap ne s'installe pas. Donc tous ces trois critères sont les critères de NIDA qu'on cherche à avoir chez nos malades. Donc avoir un malade qui va remplir les critères de NIDA 3. Et quand on est dans ce stade-là, on dit qu'on a pu avoir un traitement efficace et tolérable chez le malade. La suivante, s'il vous plaît. Et donc, tout ceci passe par ce fameux balance entre ce qui est efficacité et ce qui est tolérance. Donc, si on va vers la tolérance, on a tendance à prescrire des médicaments qui sont peut-être moins efficaces que ceux qui sont beaucoup plus efficaces, mais qui ont une tolérance qui est un peu moins. La suivante, s'il vous plaît. C'est pour cela que ça a été classé en première ligne et en deuxième ligne. Donc, les médicaments de première ligne, c'est des médicaments qui sont très bien tolérés. Je pense aux interférents, mais leur efficacité, elle est acceptable, mais moins importante que la prochaine, s'il vous plaît, que les médicaments de seconde ligne. Donc, ceux qui sont de seconde ligne sont que les premiers, mais peut-être avec beaucoup plus d'effets secondaires. La prochaine, s'il vous plaît. Encore la prochaine. Donc, s'il y a un petit gap qui s'installe là, peut-être trouver un médicament qui est très bien toléré et qui est très efficace. Et comme ça, on remplit ce gap, on va boucher ce trou entre efficacité et tolérance. La prochaine, s'il vous plaît. En effet, si on revient sur les études sur l'interférent qui ont été publiées il y a quelques années avec une évolution
de plus que 20 ans et 25 ans de traitement. Donc, on voit qu'au début de traitement, il y a cette divergence entre les deux courbes, la courbe des interférents et la courbe du placebo. Mais en fin de compte, après 15 ans, 16 ans et même 20 ans, on a un cran des courbes, comme quoi l'interférent va retarder l'installation de l'handicap, mais cet handicap va s'installer après plusieurs années. Donc, il va rejoindre le groupe de malades qui n'a pas été traité. La suivante, s'il vous plaît. Par contre, la suivante. Par contre, si on utilise les médicaments qui sont très actifs, c'est-à-dire classés actuellement comme deuxième échelle, on voit que dès le départ, il y a une divergence de ces deux courbes et ces deux courbes ne vont pas se rencontrer. Donc, on va gagner au début de la maladie, mais même on va gagner cette année. Et donc, peut-être l'handicap et le passage à la forme secondairement progressive d'une façon beaucoup plus importante. Suivante, s'il vous plaît. Alors, encore des médicaments, la suivante de première ligne, donc surtout les interférents et quelques médicaments utilisés par voie orale. On voit que après 2 ans, il y a un handicap qui peut s'installer. On ne peut pas tarder l'évolution de l'handicap avec ces médicaments-là. La prochaine, s'il vous plaît. Par contre, ce n'est pas avec les de deuxième ligne qu'on peut tarder l'installation de l'handicap avec un EDSS qui reste inférieur à l'évolution spontanée pour des années et des années. La prochaine, s'il vous plaît. Alors, dans tout cela, où se trouve l'OFA? Allô? Oui. Alors, actuellement, si on va prendre les médicaments de deuxième ligne ou bien même de troisième ligne, on a toute une gamme. On a des médicaments qu'on donne par voie, ceux qui sont tous les mois, tous les 6 mois. Et pour chacun de un petit tank, il y a plutôt des éléments positifs. Donc, par exemple, si on l'isumab, c'est hospitalisation par mois, c'est un médicament qui est efficace, mais la contrainte, c'est que le malade va venir à l'hôpital, c'est tous les 6 mois, et ainsi de suite. La prochaine, s'il vous plaît. La suivante. Donc, qu'en est-il de l'ofatumumab? L'ofatumumab, il est complètement humain, ce qui le diffère de l'ocrelizumab et du rituximab. L'ocrelizumab, c'est humain, il y a moins d'allergies et plutôt plus d'allergies avec l'ocrelizumab et le rituximab et beaucoup moins avec l'OFA. L'ofatumumab étudié dans 2 grandes études. La prochaine, s'il vous plaît. Il y a peut-être un retard. Non, il y a avant, s'il vous plaît. Je suis désolé, mais je crois qu'il y a un décalage avec les diapos. Est-ce qu'on peut retourner encore une? Encore une diapo? Encore une? Encore? En arrière? Voilà. Encore? Encore? Voilà.
Très bien, on s'arrête là. Maintenant, la prochaine. OK, donc ça c'est le... Non, l'avant. C'était le design de l'étude comparant l'ofatumumab à l'Aubagio, 14 mg oral. Donc, il y a eu au début, comme toute maladie, comme toute étude, un screening des malades. Les malades avaient entre 18 et 55 ans. La plupart, plus que 900 malades, avaient une forme rémitante de la maladie. Au début, c'était une injection par semaine, des 1, des 7 et des 14. Puis après, il y avait il y avait 2 semaines d'arrêt, puis quatrième semaine, ainsi de suite. Bon, ils vont aller. Ça, c'est les critères d'inclusion et d'exclusion. La prochaine, s'il vous plaît. Alors, ici, comparons les deux populations. Donc, on voit que il y avait la sclérose, les malades touchés par la sclérose en plaques avaient une maladie qui évolue de plus que 8 ans. Il y avait plus que 60% qui ont déjà utilisé un traitement de base. Et relativement, ils avaient une maladie qui était un peu active, avec un taux d'handicap qui tournait avec un score EDSS autour de 3. Donc dans les deux études, à peu près, c'était similaire. La prochaine, s'il vous plaît. Donc on pouvait faire une étude, une petite méta-analyse de ces deux résultats. Et dans les deux, on trouve à peu près des résultats significatifs avec une diminution assez importante du rechute annuel, supérieure à 50%, dans l'étude Asclepios 1 et 2. La prochaine, s'il vous plaît. Qu'en est-il de l'installation de l'handicap? Pareil, un chiffre aux alentours de 35%, une diminution assez importante comparant au teriflunomide. La prochaine, s'il vous plaît. Et qu'en est-il des résultats radiologiques? Donc, on n'est pas étonné de voir une diminution drastique des lésions T1 gadolinium positif, donc une diminution de plus que 95% de lésions T1 gado plus pour le groupe ofatumumab. La prochaine, s'il vous plaît. Et de même, une charge lésionnelle réduite, pensant à la séquence T2, donc une diminution de 82% dans l'étude Asclepios 1 et à peu près de 85% dans l'étude Asclepios 2. La prochaine, s'il vous plaît. Donc, non seulement sur le plan clinique, mais aussi sur le plan radiologique, il y avait une réponse très importante, ce qui fait que un pourcentage de patients qui remplissent les critères NIDA3 assez important et plus important que dans le groupe teriflunomide. La prochaine, s'il vous plaît. Qu'en est-il des effets directs sur les lymphocytes B? Donc, on voit que dès le début, on a une diminution assez importante des lymphocytes B et cette diminution va rester stable tout au long de l'étude. Même entre les prises du traitement, il y avait à peu près un taux stable diminué d'un taux diminué de lymphocytes B. La prochaine, s'il vous plaît. Qu'en est-il des effets secondaires? On peut dire que c'est à peu près comparé au groupe ofatumumab. On avait beaucoup plus de réactions allergiques dans le groupe ofatumumab par rapport au teriflunomide. Pour ce qui est des infections, c'était à peu près pareil. La prochaine, s'il vous plaît. Toutefois, les effets secondaires importants étaient limités dans les deux groupes. Donc, moins que 8% des patients avaient
ce qu'on appelle des effets secondaires importants. Et comme je vous ai dit, le plus important, c'était des petites infections, un petit problème psychologique, mais comparable dans les deux groupes. La prochaine, s'il vous plaît. Et pour ce qui est des réactions allergiques, donc on voit que l'allergie diminuait avec le temps, et dans tous les cas, ce n'étaient pas des réactions allergiques importantes. La prochaine, s'il vous plaît. Donc, on voit avec ces deux études l'efficacité démontrée de l'ofatumumab versus teriflunomide, qui a montré une supériorité dans la diminution de l'activité IRM, activité par diminution de la charge lésionnelle T2, une diminution par les nouvelles lésions T1 avec un enhancement, avec prise de contraste gadolinium. De même, une nette diminution de taux de rechute, de relapse, et tout cela au dépend d'une injection par mois de 20 mg sous-cutanée de ofatumumab. La prochaine, s'il vous plaît. Donc, efficacité et tolérance pour une injection par mois, qu'on peut la faire à domicile en sous-cutané. Merci de votre attention. Et je m'excuse en avance pour la difficulté de faire cette présentation à cause d'un décalage avec les diapositives. Merci, Halim. Est-ce que quelqu'un a une question? Moi, j'ai une question. Peut-être que ce sont les gens de Novartis qui peuvent nous répondre. Mais est-ce qu'on sait quand l'OFA va être disponible au Liban? Alors, ce que je sais, c'est que le dossier il est au ministère de la Santé, et donc c'était prévu pour fin cet été, mais je pense qu'à cause de tout ce qu'il y a eu comme incident, ça va être retardé pour quelques mois. Inch'Allah. Donc, nous pouvons passer à la prochaine présentation. Donc, Dr Georges Haller va nous parler de l'efficacité et de la sécurité des nouveaux traitements modificateurs de la maladie, un aperçu général de la question. Merci Georges. Merci Dr. Hassan. Bonsoir à tous. On va discuter dans cette présentation de la sécurité des nouveaux traitements modificateurs de la maladie. Avant 2010, l'arsenal thérapeutique contre la sclérose en plaques était limité à quelques molécules, et qui sont l'interféron bêta, l'acétate de glatiramère, la mitoxantrone et le cyclophosphamide utilisé à l'époque de façon off-label. En 2006, le natalizumab est mis sur le marché, et depuis, on a l'émergence de plusieurs traitements plus efficaces. En effet, si on regarde la frise chronologique, on voit qu'après la remise sur le marché du natalizumab en 2006, on a eu un élargissement des options thérapeutiques avec l'usage des inhibiteurs du trafic cellulaire oraux, comme le fingolimod en 2010, siponimod en 2018, l'ozanimod en 2020, un inhibiteur de la réplication cellulaire, le teriflunomide en 2012, un immunomodulateur oral, le diméthylfumarate en 2013, et un autre injectable, le daclizumab en 2016, qui lui a été retiré du marché un an plus tard, et les traitements à déplétion cellulaire, notamment les lymphocytes B pour l'ocrelizumab en 2017 et l'ofatumumab en 2020, et les lymphocytes B et T dans le cas de l'alantuzumab en 2014 et la cladribine en 2018. La problématique qui se pose avec l'émergence de ces thérapies est essentiellement celle de la sécurité de ces traitements. C'est pourquoi beaucoup de neurologues préfèrent commencer par les thérapies de plateforme, l'interféron bêta et l'acétate de glatiramère, présents sur le marché depuis 1993 et 1998 respectivement, et qui, après plus de 20 ans d'expérience, ont fait leurs preuves en termes de profil de sécurité et de stratégie de surveillance actuellement bien établies. Donc, on sait que pour les interférons bêta, les effets secondaires les plus fréquents sont les symptômes pseudoclépales avec céphalée, réaction au site d'injection, élévation des enzymes hépatiques, dépression, aggravation de la spasticité. Et on peut avoir de façon exceptionnelle des cardiopathies congestives, des psychoses, des microangiopathies thrombotiques et des gammopathies monoclonales. Quant à l'acétate de glatiramère, on a une étude en ouvert, d'extension en ouvert de 20 ans, et qui montre jusqu'à présent que les effets secondaires de l'acétate de glatiramère restent plutôt bénins, à savoir des réactions au site d'injection et de l'hypoatrophie à long terme. Dans cette présentation, nous allons nous concentrer sur la sécurité et la pharmacovigilance de ces nouvelles thérapies et nous attarder non pas sur les notions de base qu'on connaît tous, mais plutôt sur les effets secondaires qu'on commence à noter grâce aux études d'extension et de post-commercialisation,
qui pourraient poser problème avec l'utilisation de ces médicaments sur une plus grande échelle si on ne dispose pas de stratégies de surveillance bien définies. Pour cela, nous allons commencer par un aperçu général sur l'évaluation du profil de sécurité des médicaments et leur validation auprès des instances internationales et la supervision de ces médicaments post-commercialisation. Puis on passe aux deux grands chapitres en termes de sécurité des médicaments et qui sont le risque infectieux, notamment dans le cadre de la pandémie de COVID-19, et le risque néoplasique, ainsi que les stratégies de surveillance mises en place pour minimiser ces risques. Donc, on commence par la sécurité des traitements modificateurs de la maladie, les études pivots, études d'extension et post-commercialisation. Les agences de régulation des médicaments, comme la Food and Drug Agency et l'Agence européenne des médicaments, doivent établir des protocoles afin de déterminer le ratio bénéfice-risque de chaque médicament avant l'autorisation de mise sur le marché. C'est pourquoi la FDA requiert des investigations rigoureuses et demande à ce que les firmes pharmaceutiques développent 2 études pivots pour démontrer l'efficacité du médicament d'une part, mais également la sécurité du médicament à court terme. Le gold standard de ces études pivots est les essais cliniques randomisés. En effet, les études montrent que les médicaments mis sur le marché sans des études pivots ont tendance à avoir plus d'effets secondaires non rapportés initialement, mais plutôt dans des case series post-commercialisation avec un taux plus élevé d'avertissement encadré, les box warnings. Mais cette procédure à elle seule reste insuffisante parce qu'on peut avoir des effets secondaires rares mais graves durant la période post-commercialisation quand le médicament est utilisé sur une population beaucoup plus large que la cohorte des essais cliniques. L'exemple classique serait le daclizumab qui a été retiré en 2017 du marché à cause de plusieurs rapports de cas d'hépatotoxicité sévère et des effets secondaires graves au niveau du système nerveux central, comme des encéphalites et des méningoencéphalites auto-immunes. Mais il y a également le natalizumab, initialement approuvé en 2004, puis retiré après émergence de plusieurs cas de leukoencéphalopathie multifocale progressive, pour être réintroduit en 2006 avec une stratégie de surveillance bien définie grâce au TOUCH Programme, le Tysabri Outreach Unified Commitment to Health, développé par la FDA et la firme pharmaceutique responsable du natalizumab, d'où l'importance de la pharmacovigilance et de revoir régulièrement les rapports de cas et de séries de cas afin de garder à jour le profil de sécurité des différents médicaments et de mettre en évidence les sous-groupes à haut risque de développer l'un ou l'autre des effets secondaires. De plus, et pour mieux comprendre le profil de sécurité de ces nouvelles thérapies, et vu qu'elles sont relativement récentes, on peut se baser sur l'usage plus ancien de ces médicaments ou d'un agent de la même famille dans d'autres maladies pour tirer des conclusions pertinentes en termes de pharmacovigilance, à condition de faire attention aux différents groupes de patients traités par ces médicaments. Par exemple, les patients oncologiques sont plus à risque de développer des immunodépressions sévères, favorisant des infections opportunistes rares et graves. Par exemple, on a le pro-médicament du teriflunomide, le leflunomide, utilisé dans la polyarthrite rhumatoïde depuis les années 1998 et qui a déjà fait preuve d'un profil de sécurité favorable, à l'exception de quelques complications dermatologiques, l'alopécie réversible, l'hydradénite suppurative et la nécrolyse épidermique toxique. Le deuxième exemple serait l'alentuzumab, approuvé par la FDA pour le traitement de la leucémie lymphoïde chronique en 2001, 13 ans avant son utilisation dans la sclérose en plaques, ainsi que de façon off-label dans quelques centres de transplantation rénale. L'expérience de l'alentuzumab depuis 2001 montre un profil de sécurité assez réservé, ce qui poussa l'Agence européenne des médicaments à encourager son utilisation dans les cas de CEP résistantes à 2 traitements modificateurs de la maladie. On passe maintenant à l'évaluation de ces thérapies sur le plan infectieux. Tous les traitements modificateurs de la maladie causent des infections bénignes, ne nécessitant pas une hospitalisation, telles que les infections respiratoires hautes et basses et les infections urinaires. Nous allons donc nous concentrer sur celles qui sont potentiellement graves et qui engagent le pronostic vital des patients. Le chef de file étant la leukoencéphalopathie multifocale progressive, qui est une infection opportuniste du système nerveux central suite à la réactivation du virus JC latent, qui est de la famille des polyomaviridés et qui touche 0,2 cas par 100 000 dans la population générale. Cette infection est un effet secondaire assez connu du natalizumab, mais qui existe également avec d'autres traitements modificateurs de la maladie. Initialement, la PML a été décrite avec le natalizumab après sa mise sur le marché, nécessitant sa réintroduction avec des stratégies de surveillance bien définies. Tout patient sous natalizumab doit effectuer des sérologies anti-JCV chaque 6 à 12 mois les 2 premières années, et puis chaque 3 à 6 mois à partir de la 2e année, avec des IRM cérébrales annuelles les 2 premières années, et puis chaque 3 à 6 mois après. Tout en sachant que le risque de PML augmente avec une exposition antérieure à d'autres immunosuppresseurs, la durée du traitement par natalizumab et la positivité des IgG et l'index anti-JCV.
La PML a été également rapportée avec le diméthylfumarate. En novembre 2020, 11 cas de PML ont été identifiés par Biogen sur 445 000 patients traités par diméthylfumarate, ayant comme point commun une lymphopénie prolongée, c'est-à-dire plus que 6 mois, modérée, donc un nombre absolu de lymphocytes entre 500 à 800 par millimètre cube dans 8 cas, et légère, donc un compte entre 800 et 1000 dans 3 cas. Cette lymphopénie survient par l'effet dépressif du DMF sur les cellules CD4 et CD8 positifs, avec prédilection aux cellules CD8 positives. C'est pourquoi l'Agence européenne des médicaments et la FDA recommandent actuellement de faire une formule pour s'assurer qu'il n'existe pas une lymphopénie avant d'initier un traitement par diméthylfumarate et insiste sur le fait que le médicament n'a pas été étudié chez les patients ayant une lymphopénie. De plus, il est recommandé de faire une formule chaque 3 mois après initiation du traitement et d'arrêter le diméthylfumarate si on retrouve une lymphopénie modérée qui persiste plus que 6 mois. Si le patient présente une lymphopénie légère, le traitement peut être continué si les bénéfices s'avèrent plus importants que le risque de PML. Toutefois, il n'existe pas d'indication à faire la sérologie du JCV. De plus, on a plusieurs cas de PML qui ont été également rapportés avec le fingolimod, avec une incidence plus élevée que celle du diméthylfumarate et qui est de 3,2 patients sur 100 000 par an. Une lymphopénie modérée était présente dans la majorité des cas et les recommandations du diméthylfumarate s'appliquent également sur le fingolimod. En ce qui concerne l'ocrelizumab, la question de PML se pose à cause de l'expérience du rituximab, un traitement anti-CD20 de la même famille, utilisé dans une multitude de maladies de système et de maladies hématologiques, ainsi que dans la sclérose en plaques de façon off-label. En effet, de 1998 à 2017, 734 cas de PML ont été rapportés avec le rituximab durant le traitement de maladies hématologiques comme le lymphome hodgkinien, la leucémie lymphoïde aiguë, ainsi que des maladies de système comme la polyarthrite rhumatoïde, mais aucun cas dans le cas de l'usage du rituximab dans des conditions neurologiques comme la neuromyélite optique, la polyradiculonévrite chronique, la myasthénie et la sclérose en plaques, surtout que le rituximab est amplement utilisé en Suède pour la sclérose en plaques. Cela peut être dû au fait que les patients de sclérose en plaques sont moins immunodéprimés que les patients oncologiques, qui, eux, sont plus à risque de développer des lymphopénies sévères et prolongées, un facteur de risque bien connu pour la PML. Quant à l'ocrelizumab, et jusqu'en octobre 2019, 8 cas de PML ont été rapportés sur 130 000 patients. De ces 8 patients, 7 étaient traités auparavant par natalizumab ou fingolimod, et uniquement un seul cas était attribué à l'ocrelizumab. Maintenant, on passe aux thérapies modificatrices de la maladie dans l'ère du COVID-19. Donc, le CDC, Center for Disease Control and Prevention, considère les patients sous immunothérapie et ceux qui ont un handicap comme une population à haut risque en termes d'infection à COVID-19. La Fédération internationale de CEP et le National MS Society se sont activés pour émettre des recommandations sur l'usage des traitements modificateurs de la maladie, étant donné le risque accru d'infection qu'on rencontre avec la majorité de ces traitements et le potentiel impact qu'auraient ces traitements sur les vaccins disponibles contre le COVID-19. Les thérapies de plateforme ne posent pas de problème durant la pandémie COVID, mais c'est surtout les autres traitements qui font sujet de plusieurs discussions auxquelles on ne dispose toujours pas de réponse claire. En tout cas, nous allons essayer d'étayer le risque infectieux du COVID-19. Les études ont montré que le terriflunomide et le diméthylfumarate n'augmentent pas le risque d'infection ou de réinfection et ne prédisposent pas à des infections sévères, à l'exception d'un nombre de lymphocytes absolus inférieur à 800 par millimètre cube avec les fumarates. Dans ce cas de figure, il est recommandé d'arrêter de changer le traitement après normalisation du nombre absolu des lymphocytes. Par contre, le fingolimod diminue les lymphocytes en périphérie par séquestration de ces derniers, ce qui rend les patients susceptibles aux infections par COVID-19 sans pour autant développer des infections sévères. Et donc, le traitement peut être continué tant que le nombre absolu de lymphocytes est supérieur à 200. Il est possible également de commencer le traitement par fingolimod de nouveau durant la pandémie. Le natalizumab, qui altère également le trafic cellulaire au niveau de la barrière hémato-encéphalique, ne prédispose pas à un risque accru d'infection à COVID et est considéré un des meilleurs traitements à potentiel thérapeutique élevé à débuter durant la pandémie pour les personnes JCV négatives. Deux problèmes se posent avec le natalizumab. Le premier étant l'immunodépression locale au niveau du système nerveux central et que certains postulent pouvoir prédisposer au risque d'encéphalite à COVID-19, bien qu'on ne retrouve pas de cas rapportés dans la littérature. Et le deuxième, c'est les injections mensuelles qui augmentent le risque d'exposition.
Pour pallier à ce problème, il est possible d'espacer les doses de façon off-label pour les patients à haut risque, c'est-à-dire les patients qui ont des comorbidités cardiopulmonaires, par exemple. Quant aux agents à déplétion cellulaire qui sont l'ocrelizumab, la cladribine et la lantuzumab, la situation se complique un peu. L'ocrelizumab, par dépression de l'immunité humorale, peut augmenter la susceptibilité des patients au COVID-19. En effet, on retrouve dans la littérature le plus de cas de COVID-19 avec l'usage des agents anti-CD20 et anti-CD19, ce qui peut être dû en partie à la popularité de cette classe de médicaments. Et bien que plusieurs séries de cas indiquent que le risque de développer des infections sévères reste identique à celui de la population générale, il est préférable de ne pas le commencer durant la pandémie, à l'exception des patients ayant une maladie très active avec sérologie JCV positive ou les patients ayant une forme primaire progressive, après avoir fait la balance entre les bénéfices et le risque. L'alantuzumab et la cladribine augmentent également le risque d'infection et de réinfection, surtout durant la phase de déplétion cellulaire, c'est-à-dire les 6 premiers mois, quand on arrive au maximum de lymphopénie, et cela par diminution de l'immunité humorale et cellulaire. Alors que ceux qui sont durant la phase de reconstitution immunitaire, avec des chiffres de lymphocytes proches de la normale, ne sont pas à risque augmenté d'infection. Pour diminuer le risque infectieux, il est préférable d'éloigner le deuxième cycle ou de changer à un autre traitement. Je tiens à rappeler que plusieurs cas d'accidents ischémiques et de dissection cervicale ont été rapportés avec l'alantuzumab, ce qui va contre son usage durant la pandémie, vu que l'infection à COVID augmente le risque thromboembolique. Donc, en résumé, les bêta-interférons et l'acétate de glatiramère ont les meilleurs profils de sécurité. Les traitements immunomodulateurs ou qui altèrent le trafic cellulaire restent meilleurs que les traitements à déplétion cellulaire. La voie orale reste meilleure que la voie IV de point de vue exposition. Et finalement, parmi les traitements à potentiel thérapeutique élevé, le natalizumab reste le meilleur agent en termes de profil de sécurité chez les patients à IgG-JCV négatif. Nous passons maintenant au deuxième chapitre des effets secondaires, et qui est le risque de néoplasie. Il est classique de voir des cas de néoplasie de novo avec l'usage des traitements modificateurs de la maladie dans les études pivots et plus tard dans les études d'extension et post-commercialisation de la majorité de ces traitements. En effet, en 2011, l'Agence européenne des médicaments avait refusé d'autoriser la mise sur le marché de la cladribine pour les formes rémitantes de la CEP, entre autres à cause de ce risque accru, bien que les études récentes ne montrent pas de différence avec le placebo au long cours. Commençons par les infections à HPV avec dysplasie cervicale. On observe un nombre accru d'infections à HPV rapportées avec l'usage du fingolimod depuis 2019. Donc, on parle d'une vingtaine de cas à peu près, avec des lésions bénignes comme les condylomes et des néoplasies en rapport avec l'infection, comme le cancer du col de l'utérus, mais il existe également un cas de cancer épidermoïde des amygdales chez un homme. Cet effet secondaire n'est rapporté que dans les cas post-commercialisation. C'est pourquoi il n'existe pas de recommandation de surveillance concernant les infections à HPV avec le fingolimod. Par contre, l'alantuzumab est le seul traitement modificateur de la maladie qui requiert une surveillance annuelle des infections à HPV par des frottis cervico-vaginaux similaires aux recommandations des patients HIV positifs immunodéprimés. Concernant le fingolimod, on ne sait toujours pas si le frottis annuel serait rentable en termes de coût-bénéfice, vu le nombre restreint de cas rapportés dans la littérature jusqu'à présent. Mais la question qui se pose, est-ce qu'il faut vacciner les patients sous fingolimod et alantuzumab? Donc, les recommandations de vaccination chez les patients immunodéprimés, tels les patients HIV positifs, sont les mêmes que celles de la population générale. Donc, âge entre 9 et 21 ans et avant de devenir sexuellement actif. Mais le vaccin de l'HPV ne couvre pas tous les phénotypes du virus et les patients atteints de CEP appartiennent à une tranche d'âge supérieure à celle déjà citée, ce qui rend la détection précoce et la prévention primordiales dans ce cas de figure. Puis, on passe au cancer du sein. Quelques rares cas de cancer de sein ont été rapportés dans les essais cliniques de l'ocrelizumab et l'ozanimod. Les études pivots de l'ocrelizumab, Opera 1 et 2 et Oratorio, ont montré que 6 patients sur 781 traités par ocrelizumab ont développé un cancer du sein contre 0 patient sur 668 mis sous placebo ou interféron. On commence à avoir également des cas rapportés dans la littérature de cancer de sein. Il existe une série de cas publiés en août 2021 sur 2 patients diagnostiqués de cancer de sein 2 ans après traitement par ocrelizumab. Dans la population générale, le risque moyen de développer un cancer de sein chez une femme est de 12%. Et les femmes à haut risque sont celles qui présentent un des facteurs suivants: une histoire familiale de cancer de sein, histoire personnelle d'irradiation du thorax, histoire personnelle d'hyperplasie atypique ou de carcinome in situ, ménarche précoce, ménopause tardive, nulliparité ou première grossesse après l'âge de 30 ans,
hormonothérapie de remplacement avec combinaison œstrogène-progestérone, consommation élevée d'alcool, obésité et présence de tissus denses à la mammographie. Pourquoi je vous énumère tous ces facteurs de risque? C'est parce que certains experts recommandent de choisir un autre traitement pour les femmes à haut risque de développer un cancer du sein, alors que d'autres commencent l'ocrelizumab tout en appliquant une surveillance rigoureuse, c'est-à-dire selon les recommandations des sociétés américaines de radiologie et de scénologie, pour les femmes à haut risque, il faut faire des IRM annuels à partir de l'âge de 25 ans, et puis des mammographies annuelles, de préférence les techniques 3D, à partir de l'âge de 30 ans. Il faut dire que malgré ces chiffres relativement élevés de cancer de sein, on reste toujours dans les marges épidémiologiques, d'où le besoin d'avoir plus de données. L'étude Verismo est l'une des études post-commercialisation qui a pour objectif de déterminer l'incidence de néoplasie chez les patients traités par ocrelizumab pour une meilleure évaluation du risque néoplasique. Par contre, on ne dispose pas d'études d'extension et de post-commercialisation pour l'ozanimod qui a été approuvée récemment en 2020. Et finalement, on a la question du mélanome. Les mélanomes ont été rapportés essentiellement avec le fingolimod, mais également avec le natalizumab, l'alantuzumab et l'ocrelizumab. Avec l'usage de ces médicaments, il est important que les patients à haut risque, c'est-à-dire les patients qui ont une histoire familiale de mélanome, la présence de névus dysplasiques ou des névis multiples plus que 100, ou les patients qui sont sous traitement à haut risque, il est recommandé de faire un examen clinique annuel de la peau. Et même certains experts recommandent, et devant le risque accru de mélanome, une visite chez les dermatos avant et après l'initiation du traitement, ainsi qu'un auto-examen régulier de la peau. Donc, en résumé, les études d'extension post-commercialisation et la revue des cas et de séries de cas restent primordiales pour une bonne pharmacovigilance. La leucoencéphalopathie multifocale progressive peut être un effet secondaire grave du fingolimod et du diméthylfumarate, d'où l'importance de checker régulièrement le nombre absolu de lymphocytes pour éviter une lymphopénie prolongée associée à un risque accru de PML. Les thérapies à déplétion cellulaire augmentent le risque d'infection à COVID, donc il faut penser au natalizumab pour les maladies très actives en temps de pandémie. L'évaluation gynécologique régulière selon les guidelines et de façon plus rapprochée chez les patients à haut risque sous fingolimod, ainsi que les encourager à se faire vacciner contre l'HPV avant l'initiation du traitement. Évaluer le risque de cancer de sein et faire un screening rapproché chez les patientes sous ocrelizumab. Évaluation dermatologique régulière chez les patients à haut risque de mélanome sous fingolimod. Et finalement, on manque de données sur le profil de sécurité de l'ozanimod et l'ofatumumab en l'absence d'études d'extension et de post-commercialisation. Donc, il vaut mieux rester vigilant en les utilisant si jamais on arrive à les utiliser au Liban. Et merci. Merci, Dr. Jarrah, de ta présentation. Est-ce que quelqu'un a des questions? Docteur Macaron. Non, moi je voulais juste dire merci à Georges d'abord et préciser au groupe que Georges est le premier auteur d'un article, d'un review paper très extensif et publié dans un journal à haut impact factor des effets secondaires de tous les médicaments utilisés dans la CEP, et c'est une excellente ressource qui contient vraiment tout ce qu'il faut savoir sur le domaine. Donc n'hésitez pas à lui envoyer un mail pour recevoir cet article parce qu'il est très très utile. Merci, docteur. Donc, nous pouvons peut-être passer à la prochaine présentation du docteur Gabriel Macaron, qui va nous parler de séquençage, stratégie pour la vie dans la sclérose en plaques. Stratégie pour la vie dans la sclérose en plaques. À toi, Gabriel. Ok, donc on va discuter ici de la chronicité des traitements dans la CEP et de l'importance d'avoir vraiment une bonne visibilité au long terme sur l'efficacité et sur la safety de ces traitements pour pouvoir bien avoir une bonne stratégie de suivi chez ces patients. En particulier, on va discuter de 3 traitements, l'interféron bêta-1A ou Avonex, le diméthylfumarate, le natalizumab, donc le diméthylfumarate Tecfidera et natalizumab Tysabri, parce que cette présentation est dans le cadre d'un symposium sponsorisé par Biologics. Donc, voici mes conflits d'intérêts. Et on va commencer avec quelques généralités sur les différentes considérations thérapeutiques. Le message clé, en fait, c'est que la majorité des patients vont être diagnostiqués à un âge jeune, et donc ils vont être traités à un âge jeune, et ils vont donc être traités pendant des décennies et de très, très nombreuses années. Et comme il n'y a pas encore d'études assez convaincantes quant au moment idéal pour arrêter le traitement immunomodulateur ou immunosuppresseur,
C'est-à-dire que la majorité de ces patients vont poursuivre un traitement jusqu'à un âge avancé, la majorité après l'âge de 55 ans. Et donc, en fait, le point de ce slide, c'est que les patients vont être exposés à des traitements pendant très longtemps. Et il est donc très important d'avoir une bonne visibilité par rapport à l'efficacité de ces traitements et une bonne visibilité par rapport à la safety de ces traitements, en sachant que les études randomisées contrôlées pivot, d'habitude, durent 2 ans et on a des données pour 2 ans. On n'a pas vraiment de données de l'efficacité et de la safety à long terme. D'où l'importance des études d'extension qui vont augmenter vraiment la probabilité de rapporter des effets indésirables, surtout les effets indésirables rares, qui vont apporter aussi plus d'informations sur l'efficacité de ces traitements, surtout que ça va être sur une population qui a grandi en âge, pour qui la CEP a vieilli, et donc qui vont peut-être être plus représentatifs d'une cohorte de la vraie vie généralisable donc à la population de CEP par rapport à la population qui est d'habitude inclus dans les essais et qui n'est pas forcément représentative et généralisable à la population sclérose en plaques globale. Donc, la médecine de précision ou bien l'individualisation du choix thérapeutique, c'est très à la mode et c'est très important. Il faut bien sûr prendre en compte plusieurs facteurs. Il y a des facteurs qui sont à l'échelle du patient, comme plus particulièrement les caractéristiques de la maladie, donc l'activité de la maladie, la quantité de lésions qu'ils ont à l'IRM, la présence ou l'absence d'atteinte cognitive, la présence de lésions dans la moelle, l'histoire du patient, les comorbidités du patient qui vont entraîner peut-être un choix thérapeutique différent. Et bien sûr, le planning familial, les préférences personnelles du patient et combien on pense que le patient va être adhérent à son traitement. Et puis ensuite, il y a des considérations inhérentes aux traitements eux-mêmes. Et là, c'est très important de prendre en compte le mécanisme d'action du médicament et la balance bénéfice-risque de ce médicament, où le médicament tombe dans les guidelines, et bien sûr, les données qu'on a à long terme pour pouvoir prescrire ces médicaments être à l'aise en le faisant. Donc, je vous rappelle que les médicaments de la CEP peuvent être divisés de plein de façons différentes, mais une des façons les plus utiles, c'est par rapport à leur mécanisme d'action général. Et ici, par exemple, on peut les classifier comme les médicaments qui vont entraîner une altération de la production des lymphocytes ou de la prolifération des lymphocytes, ou bien de la fonction des lymphocytes. Et dans cette catégorie, on a le terriflunomide et le diméthylfumarate avec ses dérivés. On a aussi l'interféron bêta et le glatiramer acétate qui sont plutôt qualifiés comme immunomodulateurs. On a ensuite les traitements qui vont affecter la migration des lymphocytes. Dans cette catégorie, on a le natalizumab qui va empêcher le passage des lymphocytes du sang vers le cerveau en se liant à l'alpha-4 intégrine. Et ensuite, on a le fingolimod et le siponimod et ozanimod qui tous agissent sur les récepteurs sphingosine 1-phosphate et qui vont entraîner en fait une séquestration des lymphocytes dans les ganglions et les empêcher d'agir au niveau du système nerveux central. Et finalement, on a les traitements considérés plus forts qui vont entraîner une mort cellulaire ou d'un sous-groupe de lymphocytes ou de plusieurs lymphocytes à des degrés différents. Par exemple, l'alemtuzumab, la cladribine et les molécules qui affectent les cellules B, en particulier le crélisumab, le rituximab quand il est utilisé off-label et plus récemment l'ofatumumab. Et pour illustrer un peu cette expérience qu'on a actuellement avec toutes ces différentes molécules, voici une grille chronologique sur laquelle on voit qu'on a environ 25 ans d'expérience avec l'Avonex, on a près de 15 ans d'expérience avec le natalizumab et on a au moins 8 ans d'expérience avec le Tecfidera. Ça, c'est sans compter les 2, 3, 4 ans qui précèdent dans lesquels il y a les études pivots qui sont faites. Donc ça, c'est depuis la mise sur le marché. Donc, commençons par l'efficacité de ces traitements au long terme et en commençant par les interférons. Il n'y a pas grand-chose à dire, ce sont des traitements qu'on connaît très bien, on a plus de 25 ans d'expérience et même si leur efficacité est modeste,
elle reste quand même indéniable. Et donc, c'est bien connu que les interférons vont diminuer le passage de la forme clinically isolated syndrome à la forme sclérose en plaques cliniquement définie. Ils ont un effet sur la diminution du taux annualisé de poussée. Ils agissent sur les nouvelles lésions à l'IRM et vont entraîner par ce biais en fait une diminution de l'accumulation du handicap, plus particulièrement le handicap lié aux poussées. Il faut aussi noter que les études sur les interférons au long cours ne montrent pas vraiment une diminution du risque de passage à la forme secondairement progressive. Et donc, l'effet sur le handicap est plutôt via l'effet sur les poussées. Passons au diméthylfumarate avec cette étude d'extension ENDORSE. C'est l'étude d'extension des 2 essais pivots DEFINE et CONFIRM qui ont par la suite, après ces deux essais cliniques, le Tecfidera a été mis sur le marché. Et donc, on peut voir juste un petit mot sur la méthodologie. En fait, ceux qui étaient sous diméthylfumarate pendant l'étude vont rester sous diméthylfumarate dans cette étude d'extension. Et ceux qui étaient sous placebo vont être switchés au diméthylfumarate. Et les patients ont été suivis pendant une médiane de 9 ans. Et donc, parmi les résultats de ENDORSE, on voit bien en vert, ici, que ça sont les patients qui étaient sous placebo pendant les 2 premières années dans les études de pivot et qui sont ensuite été switchés au diméthylfumarate. Et on voit bien que leur taux annualisé de poussée, qui est ici aux alentours de 0,3-0,4, va diminuer une fois mis sous diméthylfumarate et que cet effet va être persistant pendant les 9 années d'études. On voit aussi qu'en gris, les patients qui étaient sous diméthylfumarate et qui sont restés sous diméthylfumarate dès le début ont un taux annualisé de poussée plus bas. Et cet effet, il est encore un peu plus prononcé que ceux qui ont commencé sous placebo. Et il va être maintenu pendant 9 ans. Et donc, on voit aussi sur ce graphe que même dans les groupes de patients traités après 2 ans, il y a un effet sur l'accumulation du handicap. Et pour les 2 groupes, il y a moins de 15% des patients qui vont avoir une accumulation du handicap confirmée à la fin de l'étude, ce qui est pas mal du tout. Passons à l'étude TOP, qui est l'étude du natalizumab, Tysabri. Et cette étude qui s'appelle le Tysabri Observational Program, elle est assez impressionnante. Elle a inclus 6150 patients atteints de CEP et traités par natalizumab. Et ils ont été suivis pendant 10 ou 11 ans. On voit cet effet, pardon, je ne sais pas pourquoi ma présentation avance toute seule. Donc, on voit cet effet massif et rapide sur le taux annualisé de poussée, avec une réduction du taux annualisé de poussée de 92%. Cet effet est très joliment maintenu jusqu'à 10 ans. Et ce sont de très belles données et qui confirment l'efficacité du natalizumab, en tout cas sur l'activité de la maladie et sur l'inflammation. Ceci dit, un des résultats qui est assez agréable à voir est que le natalizumab est efficace chez 33% des gens et entraîne une amélioration de l'handicap. Je ne dis pas ici une stagnation ou bien l'absence de progression du handicap, je dis une amélioration du handicap. Et ceci arrive chez 33,1% des cas. Pour interpréter ce graphe comme il faut réaliser que le natalizumab marche et a cet effet surtout dans les premières années de traitement, comme on peut le voir ici. Et donc, on peut conclure que c'est surtout via le handicap accumulé à cause des poussées que le natalizumab entraîne cette amélioration clinique. Surtout que c'est dans les premières années de la maladie où la maladie est le plus active. Passons donc maintenant à la safety au long terme. Et un slide sur les interférons. Un slide parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Les interférons sont très safe. Comme Georges l'a très bien dit, je ne vais pas trop répéter ce qu'il a dit, mais en gros, ce sont des traitements extrêmement safe. Les effets secondaires sérieux restent exceptionnels et des case reports. Et plus récemment, certaines de ces molécules ont été approuvées même pendant la grossesse. On revient à ENDORSE, l'étude d'extension du diméthylfumarate, où ce slide est juste pour dire que dans l'étude d'extension, il n'y a pas eu de mauvaise surprise. Les mêmes effets secondaires qu'on a observés dans les essais pivots, les essais randomisés contrôlés pivots,
ont été rapportés, donc particulièrement les effets digestifs, le flushing cutané, etc., avec le même pourcentage d'effets secondaires considérés sérieux, et ce, sur une période de 11 ans. Donc, c'était une moyenne de 9 ans, mais jusqu'à 11 ans. Et donc, ceci nous rassure par rapport à ce traitement. Je parle en particulier, et je vais m'attarder en particulier sur le risque de lymphopénie, puisque c'est ce qui nous effraie le plus. Le risque de lymphopénie, il semble être assez prédictible. Donc, chez la majorité des patients, ils vont avoir une chute, comme on peut le voir ici, dans les 6 premiers mois après le début du traitement. Le taux de lymphocytes va baisser, et puis ensuite, il va rester stable. Chez une majorité des patients, ce taux de lymphocytes va se stabiliser à un taux qui est normal. Donc, 60% des patients vont avoir un taux strictement normal. Environ 10% des patients vont avoir une lymphopénie modérée qui est prolongée, et moins de 2%, représentés ici par la ligne verte, vont avoir une lymphopénie sévère prolongée. Et il faut savoir, comme Georges l'a dit, que le risque de LEMP, il existe avec le Tecfidera. Il est surtout survenu chez des patients ayant une lymphopénie modérée à sévère, mais il est aussi survenu chez des patients n'ayant pas de lymphopénie. Et il reste quand même exceptionnel, 11 patients sur plus de 400 000 patients traités. Toujours dans l'étude Endorse, le risque d'infection opportuniste, il n'était pas vraiment dépendant de la lymphopénie. Le risque d'infection, oui, mais pas le risque d'infection opportuniste. Et le risque de néoplasie, il est indépendant aussi de la lymphopénie. Pour l'étude TOP, le natalizumab, il n'y a aussi pas eu de mauvaise surprise après 10 ans de traitement, avec plus de 85% des patients qui n'ont eu aucun effet secondaire sérieux. Et parmi ces effets secondaires sérieux, on peut lire ici l'APML, qui est vraiment, ou la LEMP, qui est vraiment la bête noire de tous les neurologues, et aussi certaines réactions allergiques, les avortements spontanés, quelques infections non graves. Et remarquez ici le pourcentage qui reste pour la majorité de ces effets secondaires très très rares, inférieur à 1%. Et je m'attarde un peu sur la LEMP parce que pour mitiger ce risque de bête noire de LEMP, une bonne stratification du risque, elle est nécessaire et heureusement qu'elle est possible grâce à ces données et grâce à cette longue expérience avec le natalizumab. Il y a des algorithmes qui ont été établis comme celui-là. On voit ici qu'en résumé, le risque, il est négligeable quand la sérologie du patient est JCV négative avant de commencer le médicament. Et tant qu'il reste JCV négatif, la probabilité de LEMP est très, très, très petite. Ensuite, excusez-moi, quand la sérologie est positive, on a maintenant l'opportunité d'indexer cette positivité. Et donc, pour les patients qui ont un index inférieur à 0,9, qui sont traités pour une durée inférieure à 2 ans et qui n'ont pas pris d'immunosuppresseurs dans le passé, le risque reste aussi très, très bas, presque même inférieur aux patients qui sont négatifs à la base. Le risque va augmenter avec le temps sous natalizumab et si l'index est plus élevé. Le point de ce slide, en fait, c'est pour dire que on peut éviter le natalizumab chez les patients à risque et donc éviter le risque de LEMP et stratifier ce risque pour le rendre négligeable. D'ailleurs, on peut voir ici que depuis avril 2016, donc depuis qu'il y a cette stratification et que tout le monde l'utilise, on voit que l'incidence cumulée de PML a stagné. Et donc là, on a cumulé les cas. On a fini par comprendre l'histoire de l'index et l'histoire de la durée de traitement. Et quand ça a été compris et implémenté, on voit que cette incidence cumulée, elle a stagné et on n'observe plus beaucoup de LEMP, en tout cas dans les grands centres qui suivent ces protocoles. Il faut aussi noter que la LEMP a été vue aussi avec d'autres médicaments, comme excusez-moi, comme la cladribine, le fingolimod, le crélisumab et la lemtuzumab, mais c'est important de noter que ce risque reste très très rare avec ces autres médicaments. Il reste prédominant chez les patients sous natalizumab JCV positif. Ces études récentes avec le Touch Registry, qui est une énorme database en fait de patients aux États-Unis, surtout traités par natalizumab, et tout passe par ce registry. Il y a une étude qui a été faite pour évaluer la safety du natalizumab donné toutes les 6 semaines
comparé à donner toutes les 4 semaines. Et on peut voir ici que avec cette méthode, on diminue considérablement le risque de PML chez les patients JCV positifs. Ceci n'est pas encore approuvé, mais ceci est utilisé de plus en plus par certains experts, surtout chez les patients très stables sous natalizumab qui ont une maladie active et chez qui on n'a pas envie de changer le médicament. Ça pourrait être une approche qui a un sens. Voilà, et donc là, un petit mot sur le Covid. Je pense qu'on a beaucoup parlé du Covid dans ce webinaire, donc je ne vais pas trop m'attarder. Je vais surtout m'attarder aux molécules concernées par ce symposium. Donc, il n'y a pas eu d'association dans la majorité des études observationnelles entre la sévérité du Covid, le risque de mort par le Covid ou bien le risque d'hospitalisation aux soins, ni avec les interférons, ni avec le Tecfidera et ni avec le natalizumab. C'est aussi le cas pour d'autres molécules comme le fingolimod et le glatirameracétate. Et concernant le vaccin, plusieurs paramètres sont à prendre en compte, bien sûr, surtout chez les patients CEP, inclut le risque de développer une infection sévère dépendamment du mécanisme d'action du médicament qu'ils prennent, surtout si ce sont des médicaments qui ont un effet irréversible ou bien un effet à long terme. Et donc là, il faut prendre ça en compte. Il faut aussi prendre en compte leur comorbidité et leur risque d'avoir un COVID sévère, par exemple, s'ils sont âgés, s'ils sont handicapés, s'ils sont en chaise roulante, etc. Et aussi, il faut, de par le mécanisme d'action et la durée d'action de ces médicaments, vraiment penser quel est l'avantage de vacciner la personne et à quel moment. Et donc, sachez que plusieurs médicaments peuvent impacter la réponse vaccinale. Et ce sont surtout les médicaments qui sont hautement efficaces. Donc, c'est pour ça que je vous montre ce slide. L'avantage du Tysabri est que de par son mécanisme d'action, il n'y a aucune diminution de la réponse vaccinale sous ce traitement. Et donc, ça en fait vraiment un grand avantage pour un traitement hautement efficace, comparé aux autres traitements hautement efficaces qui altèrent la réponse vaccinale ou qui sont associés à un risque de COVID sévère. D'ailleurs, les nouvelles recommandations très récentes de la Fédération internationale de CEP suggèrent de vacciner indépendamment du traitement, indépendamment du timing du traitement, les patients sous injectables, sous terrifinomide, sous diméthylfumarate et sous natalizumab, alors que pour les patients sous fingolimod ou S1P inhibitors, il peut y avoir une altération de la réponse vaccinale. Ceci est aussi le cas pour l'alemtuzumab et pour l'ocrelizumab. Et donc, pour ces patients, il est toujours possible de les vacciner, mais on peut s'attendre à une réponse vaccinale inférieure. Et si on va commencer quelqu'un sous traitement, il va falloir prendre en compte ceci et vacciner la personne avant de commencer le médicament. Donc, en conclusion, ces données à long terme qu'on a sur ces médicaments sont vraiment très précieuses. Elles nous donnent beaucoup d'informations très utiles qui peuvent nous rassurer quand on prescrit ces médicaments, en sachant que ce sont des médicaments qu'on prescrit pour une énorme partie de la vie de ces patients. Et donc, c'est très rassurant de savoir à quoi s'attendre et de savoir comment monitoriser les choses. Dernier mot, c'est juste pour vous rappeler le portfolio de Biogen et pour vous rappeler combien de patients sont traités. Donc, l'Avonex, environ 600 000 patients, le Tecfidera, plus de 500 000 et le natalizumab, plus de 200 000. Merci et si quelqu'un a des questions, je serai heureuse de répondre. Merci Gabriel. En attente, s'il y a des questions. Donc, je pense que maintenant, il y a Dr Joseph Attan qui va nous parler. Bonsoir. Bonsoir aux modérateurs, aux orateurs, à toute l'audience. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, donc je suis Joseph Attan, le chef de service d'oncologie et hématologie, et je suis aussi un membre du comité des sollicitations des firmes pharmaceutiques, donc partie du comité qui organise ces soirées scientifiques de l'Hôtel Dieu qu'on a commencé depuis presque 1 an. Et comme président de ce comité, il y a le docteur César Yari.
Donc, en principe, d'après le programme, c'est le docteur César Yari qui va vous annoncer une bonne nouvelle, mais qui, malheureusement, il a perdu sa tante. Alors, je profite pour lui transmettre mes condoléances et de le remplacer avec ce mot de la direction médicale. Tout d'abord, je voudrais présenter mes félicitations au service de neurologie pour monter sur 2 soirées successives un webinaire sur la sclérose en plaques, mais qui est vraiment de haut niveau scientifique. Je voudrais aussi féliciter le service de neurologie encore une fois pour leur motivation, leur solidarité et surtout à réclamer un centre spécialisé en sclérose en plaques au sein de l'Hôtel Dieu. En fait, la direction de l'Hôtel Dieu est intéressée, au vrai sens du mot, à développer des centres de multidisciplinarité qui vont devenir des centres d'excellence et de référence à l'échelle nationale et à l'échelle régionale. Exemple de ces centres, par exemple le centre de la sclérose en plaques, les centres de maladies métaboliques rares, le centre de maladies inflammatoires. Et il faut annoncer et être fier de dire que le premier projet qui va être initié par la direction médicale est celui de la sclérose en plaques. Donc c'est ça la nouvelle que Dr César Yari m'a demandé à annoncer. Et bon, je félicite tout le monde, je félicite encore le service de neurologie, je félicite l'Hôtel Dieu et le personnel, et je vous souhaite une fin de webinaire excellente et fructueuse. Merci. Voilà. Merci, professeur Attan. Et pour la présentation finale, Dr Aboud va nous parler de l'optimisation de... Il y a Oui. avant une présentation du centre que je suis censée... Excuse-moi, oui. Excuse-moi, c'est pas marqué. Et puis voilà. Excuse-moi, oui. Vas-y, Gabriel. Donc, je ne vais pas être longue. C'était juste un petit mot sur la proposition de développement d'un centre multidisciplinaire de CEP à l'hôpital. Et juste vous rappeler un peu tout ce qu'on a dit dans ce webinaire et pourquoi c'est nécessaire en fait d'avoir un centre de CEP dans notre hôpital tertiaire qui est censé vraiment desservir des soins desservir beaucoup de patients et proposer des soins de haute qualité. Donc, l'incidence de la CEP, elle est en augmentation au Liban et au Moyen-Orient, comme l'a dit Dr Zaineddine hier, avec une prévalence qui est considérée modérée par rapport à la prévalence mondiale. Les centres de CEP sont rares. Pour l'instant, il y a celui de l'AUBMC, mais il nous faut en fait un autre centre solide pour pouvoir desservir toute la population CEP au Liban. Comme on a bien pu le voir dans ce webinaire, la prise en charge, elle est de plus en plus complexe. Il y a plusieurs médicaments. La multidisciplinarité, comme Dr Awad l'a dit, est super importante. Et tous ces traitements et ces patients avec leurs symptômes ont besoin d'un suivi régulier et standardisé. L'avantage d'un centre de CEP est que le centre de CEP est un moteur de recherche par excellence. Et avec le fait que nous sommes un centre hospitalier universitaire affilié à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, c'est vraiment un avantage pour pouvoir utiliser ce centre pour faire de la recherche aussi. Un petit rappel sur les médicaments disponibles, et c'est juste pour vous rappeler le contexte. Beaucoup de traitements, beaucoup de suivi, beaucoup de bilans pré-thérapeutiques, et donc besoin vraiment d'un centre qui s'occupe de ces patients et qui s'occupe de leur suivi. Donc, le but serait d'établir un programme clinique multidisciplinaire solide et de générer la recherche. Et l'Hôtel Dieu de France offre vraiment une plateforme idéale pour les patients que ce centre de sclérose en plaques peut optimiser. Les soins multidisciplinaires, c'est la clé pour optimiser les ressources de l'hôpital et pour optimiser ce centre. Comme Dr Awad l'a dit, on a besoin de physiothérapeutes, d'orthophonie, d'ophtalmo, d'urologues, de psychiatres, de radiologie, de labo et des explorations neuro. Tout ça est déjà disponible à l'hôpital. Il suffit juste de s'organiser pour pouvoir utiliser ces soins.
Je ne vais pas rentrer dans ces détails puisque Dr Awada en a déjà parlé. Donc, la clé du succès de l'approche multidisciplinaire, c'est d'optimiser toutes ces ressources via des protocoles standardisés. Par exemple, faire des fiches de bilan pré-traitement, des fiches de suivi post-traitement, avoir vraiment un bon fonctionnement administratif pour rappeler aux patients de leur rendez-vous, pour rappeler les patients de ce qu'ils ont à faire, d'établir des protocoles clairs d'acquisition IRM avec les radiologues, des protocoles clairs de bilan neuropsychologique, des programmes de physiothérapie, de faire des rapports d'IRM standardisés et des notes de visite standardisées auxquelles on peut avoir accès dans le dossier médical. On a la chance d'avoir des XCare et donc d'avoir accès à un dossier médical informatisé, ce qui permet de diminuer les erreurs et d'optimiser la recherche. Les acteurs clés sont le neurologue spécialiste en CEP, les neurologues en général, une infirmière spécialisée à temps plein et nous en avons une spécialisée déjà à l'Hôtel-Dieu, les résidents de spécialité bien sûr et le personnel administratif. L'assistante sociale, même si elle n'est pas à temps plein, elle doit être présente dans ce centre. Et bien sûr les compagnies pharmaceutiques que nous remercions pour ce webinaire, mais qui ont aussi un rôle clé chez nous et dans le monde entier pour financer ces centres, pour aider à la participation du personnel aux congrès internationaux, etc. Et donc, avec une équipe solide et formée et un travail en équipe, chose qu'on peut avoir facilement, on peut acquérir une réputation nationale et probablement régionale et internationale. Donc, en pratique, nous avons pensé à une unité de CEP qui va fonctionner en hôpital de jour, avec une chambre de 2 lits, une salle d'examen, une salle de phlébotomie. Les traitements peuvent être donnés dans cet hôpital de jour, mais aussi les études peuvent être faites dans cet hôpital de jour. Il y a une salle de repos avec une salle d'information et les groupes de soutien peuvent être faits aussi dans ce centre. Idéalement, ce centre doit être en contact avec toutes les structures de l'hôpital, comme par exemple être à proximité du centre de physiothérapie ou être à proximité du centre d'orthophonie, etc., ou de la radiologie. Donc, quelque chose qui est vraiment une continuité de l'hôpital. Les obstacles à envisager sont liés au fait que nous sommes au Liban et qu'on ne sait pas quand on va sortir de ce cauchemar. Donc, le problème des tiers payants, le problème de l'investissement matériel. Mais restons positifs et je pense qu'on peut, avec une bonne volonté, on pourra y arriver. Donc, en conclusion, le projet de CEP est vraiment un projet qui illustre la possibilité de multidisciplinarité au sein d'un hôpital universitaire. C'est un projet qui est faisable et c'est un projet qui est, à mon avis, nécessaire. La réussite dépend vraiment de la solidité et de la reproductibilité de ce qu'on peut offrir aux patients. Ceci dépend directement du travail d'équipe et du travail avec les autres spécialistes d'autres services. Voilà. Merci Gabriel. Il est vrai que dans la sclérose en plaques, la recherche et les statistiques sont très importantes et on ne peut pas faire ça sans faire un pool de patients qui puisse être le sujet des études. Effectivement. Des questions? Merci encore Gabriel. Et nous pouvons passer peut-être à la dernière présentation du docteur Halim Aboud qui parle d'optimisation de l'expérience de traitement chez les personnes atteintes de sclérose en plaques récurrente rémitante, le teriflunomide. Merci Halim de ta présentation que tu vas nous donner. À toi. Merci Joseph pour tout. Donc, avant d'enchaîner et finir avec cette dernière présentation, alors je tiens à remercier tous les participants et je les invite à remplir à la fin une fiche d'évaluation, une évaluation de ce webinaire et même remplir les papiers nécessaires pour essayer d'avoir les CME. Pour ce qui est de notre futur centre, donc, on est très ravis d'annoncer cette bonne nouvelle, surtout qu'on a un soutien complet de la part de la direction. Et je sais que c'est pas facile
de monter dans des conditions pareilles actuelles qu'on passe, donc un centre, ça, c'est pas facile, ni pour nous en tant que neurologues, ni surtout pour la direction médicale et pour l'hôpital. Parce que, comme vous le savez très bien, donc c'est des médicaments qui coûtent cher et donc il y a un investissement et malgré tout, et pour continuer et avancer, donc la direction nous a appuyés et j'espère bien l'avoir sous peu de temps. Donc voilà, j'enchaîne donc avec la dernière présentation. Vous savez, on a déjà dit que la sclérose en plaques portait en gros deux grands phénotypes. Le premier qui est la forme rémitante et le deuxième qui est la forme secondaire, plutôt la forme progressive. Ces deux phénotypes datent des années 80 et donc au fil du temps, on a vu apparaître d'autres phénotypes dans le fameux premier, donc dans la forme rémitante. On avait vu apparaître le syndrome cliniquement isolé il y a quelques années et après la forme radiologiquement isolée. Et tout cela, et tous ces phénotypes, pourquoi? C'est pour essayer de ne pas passer vers la forme secondairement progressive parce que on sait très bien que dans cette forme-là, les traitements ne fonctionnent pas et la plupart des médicaments qui sont actuellement sur le marché, c'est pour la forme rémitante. Alors, on sait encore que la maladie, la sclérose en plaques, débute bien avant la forme clinique, les manifestations cliniques, je veux dire. C'est-à-dire que si on considère que là, c'est le premier événement qui a occasionné la découverte de la sclérose en plaques, on sait que la perte axonale débute bien avant, de même que l'inflammation débute des années avant cet événement clinique. Et après l'événement clinique, on voit apparaître une perte axonale qui va continuer d'une façon progressive, une perte du volume cérébral qui va donc continuer encore et on va voir le volume cérébral diminuer progressivement. L'inflammation qui était au début de la maladie pas si importante, mais qui va avoir une flambée après le diagnostic clinique et qui va continuer aux mesures qu'on a des poussées pour diminuer plus tard quand on passe dans la forme secondairement progressive. Et donc, ce qui est encore important à savoir, c'est que quand on compare le cerveau des gens qui avaient une sclérose en plaques versus les gens qui n'ont pas de sclérose en plaques, on voit une différence de volume entre ces deux groupes. Et cette différence est très significative et on va voir qu'elle va être corrélée au nombre de poussées chez les malades touchés par la sclérose en plaques. Donc, d'où cette stratégie importante et d'où cette importance de trouver un médicament qui va limiter les poussées, qui va surtout limiter la progression de la maladie et l'handicap et essayer de maintenir une qualité de vie importante pour le malade. On a des critères radiologiques, on a des critères cliniques, donc il suffit de trouver le bon médicament. Et pour cela, commençons par ce cas clinique, une jeune dame de 38 ans qui a un petit surpoids, qui se plaint depuis des années de fatigue, qui n'a pas d'histoire remarquable, ni de traitement à long cours. Elle fait un épisode de vertige en 2017, un peu banal, mais elle a eu un bénéfice d'une imagerie cérébrale qui va montrer ce qu'on va voir. Et à l'examen clinique, il n'y avait pas grand-chose. Elle a eu un examen biologique qui montre la synthèse de bandes oligoclonales au niveau du LCR. Donc sur l'IRM, on a des images en faveur du diagnostic de sclérose en plaques avec ces anomalies en flair qui sont perpendiculaires au niveau du corps calleux. Donc à ce stade-là, on peut se poser la question, est-ce qu'il faut traiter ou bien faut-il pas traiter? Et pour cela, il faut retourner et voir qu'est-ce que ça donne les données de la littérature. Simplement,
Je reviens 25 ans en arrière, à l'époque où je faisais mon internat en France. Donc, à cette époque-là, dans les années fin 90, il fallait attendre 2 poussées pour instaurer un traitement. Donc, on était plutôt dans initier un traitement tardif, mais depuis, cette nuance a changé parce qu'on sait très bien qu'il faut traiter sitôt pour diminuer l'handicap et essayer de ralentir le passage et freiner ce passage vers la forme secondairement progressive. Alors, quel médicament? Si on va dire qu'on est en face d'une poussée, on est en face d'une sclérose en plaques, entre guillemets, dite bénigne, donc on est dans ce cas-là, donc première lignée, et en respectant l'algorithme qui a été proposé par la Société libanaise de neurologie et même par plusieurs sociétés européennes et même loco-régionales. Donc on a le choix entre les injectables et quelques médicaments par voie orale. Toutefois, quand on veut penser à un médicament, il faut penser est-ce que le malade va accepter de le prendre, donc à cette fameuse adhérence. Pourquoi? Parce que on sait très bien que l'adhérence joue un rôle très important dans le pronostic de la maladie. On sait très bien qu'un malade qui n'est pas adhérent, donc c'est un malade qui risque de faire plus de poussées et donc d'aggraver son pronostic et sa qualité de vie. Donc, pour cela, on s'est dit pourquoi ne pas poser la question à un groupe de malades et savoir quels sont les critères qui peuvent les motiver à être adhérents à un médicament. Et donc, ce qui sort, c'est deux grandes réponses, c'est que la fréquence de l'administration du médicament et surtout la mode d'administration. Donc, forcément, si on a un médicament qu'on va le prendre une fois par jour, c'est plus facile que 2 fois. Si on va le prendre par voie orale, peut-être c'est meilleur que la voie injectable. Et c'est ce qui sort avec encore cette étude qui montre effectivement qu'une grande préférence pour les comprimés par rapport aux injectables. Donc, il faut trouver un produit pris une seule fois, ou bien le minimum possible par jour, par voie orale. Donc, qu'en est-il de Aubagio, le teriflunomide? Donc, comment il agit? Il va agir comme la plupart des médicaments dans cette pathologie sur les lymphocytes T et B, plutôt sur les lymphocytes T qui sont en périphérie. Et donc, il y a eu plusieurs études depuis 2001 jusqu'à nos jours. Donc, il y a eu 4 grandes études, phase 2, TEMSO, TOWER et TOPIC, qui ont montré l'efficacité versus placebo de teriflunomide, d'Aubagio. Et ces études, il y a d'autres études qui sont encore en cours, lancées en 2013, comme TerryPro, TerryDynamic et TerryKids, qui sont toujours donc en cours. La plupart des études ont inclut des malades à peu près pareils, donc on peut avoir une idée globale, une sorte de méta-analyse de toutes ces études. Donc, je vous ai dit que depuis plusieurs années, donc on a plus que 12 ans de suivi pour ces malades-là traités par Aubagio, donc plus que 93 000 malades traités, plus que 12 ans d'évolution. Et donc, on peut avoir une idée sur l'aggravation de l'EDSS, sur le taux de rechute annuel, et que je vous le montre ici avec un taux aux alentours de stable, aux alentours de 25%, qui est stable au fil des années. Donc, en comparant la deuxième année par rapport après 12 ans, on a à peu près une grande stabilité du taux de rechute annuel. Et de même, en comparant la première année versus la 12e année, ce qui est de l'handicap, on voit un score EDSS à peu près stable au fil des années, ce qui
amène à dire qu'il y a une stabilité de la maladie, il y a une qualité de vie qui est plutôt stable et qui est maintenue après plusieurs années de traitement par Aubagio. Qu'en est-il de les malades qui prenaient déjà à la base un traitement et pour lesquels on a changé pour Aubagio? On a toujours une réponse qui est positive et un taux de rechute annuel qui est diminué assez important. Comme vous voyez ici, par hasard, quand on a un nombre de DMT qui est supérieur à 2, donc un groupe de malades qui ont utilisé plus que 2 médicaments, on a une réponse qui est même plus importante par rapport à ceux qui ont utilisé un seul médicament, DMT, ou même qui ont été sans traitement. Qu'en est-il de safety? Donc, ce qui nous touche toujours, et c'est la première question qu'on se pose devant un nouveau médicament. Donc, comme je vous ai dit, donc 12 ans, c'est trop. Donc, s'il y a des effets secondaires, on a le temps de les avoir. Donc, pas grand-chose. Donc, on a simplement des céphalées, une petite diarrhée, une petite nasopharyngite, qui n'est pas trop, on n'est pas trop loin de ce qu'on voit dans le groupe placebo. Est-ce qu'il y a des effets secondaires graves? Non. Presque 85 à 90% des effets secondaires, c'était des effets secondaires qu'on voit et qui étaient comparables dans le groupe placebo. Pour ce qui est du taux des lymphocytes, pourquoi c'est important? Parce que ça donne une idée globale sur le risque infectieux au cours du traitement. Donc, comme on voit ici, il y avait une stabilité plutôt, on était beaucoup plus supérieur à un grade 1-2 de lymphocytes, pour ne pas dire que le taux de lymphocytes était normal chez la plupart des malades. Et pour aller plus loin, on peut dire que plus que 85-90% des malades, plus que 90% des malades avaient un taux de lymphocytes supérieur à un grade supérieur à 2, inférieur à 2. Il n'y avait pas de patients qui avaient un grade 3 ou 4, donc, et les infections graves ou bien sévères étaient presque inexistantes. Donc, dans tout cela, qu'est-ce qu'il pense le malade? Donc, quand on fait des études, on s'intéresse beaucoup plus aux résultats cliniques. Mais dans TerryPro, c'était surtout sur l'avis du malade, sur le traitement. Donc, c'était une petite étude sur 48 semaines. Les malades étaient traités par teriflunomide 7 mg et 14 mg. Et il y avait deux types de malades, ceux chez qui on instaurait un traitement et ceux qui avaient déjà un traitement et qui ont déjà connu un autre DMT, et donc chez qui on a switché pour Aubagio. Et les résultats étaient très satisfaisants, donc plus que 70% des malades avaient une satisfaction globale de leur traitement. Quand on parle d'efficacité chez eux, plus que 65% étaient satisfaits. Les effets secondaires, ils étaient encore inférieurs à 85%. Et donc, les malades étaient, on va dire, adhérents dans plus que 90 à 95% à ce traitement-là. Je termine avec un seul mot, plutôt deux mots, deux slides sur la grossesse, qui reste entre guillemets un petit tabou pour ce produit, mais plus maintenant. Donc, il y a eu quelques malformations chez les animaux. Ça n'a pas été décrit chez les femmes, mais toutefois, ça reste une contre-indication durant la grossesse. Donc, si on veut prescrire teriflunomide chez une jeune femme, il faut s'assurer qu'elle prend une pilule ou bien une bonne contraception pour ne pas tomber enceinte. Et si jamais elle tombe enceinte, il faut accélérer l'élimination du produit.
Ou bien, si jamais elle désire tomber enceinte, on peut toujours accélérer l'élimination du produit avant qu'elle tombe enceinte. Je vais simplement finir par vous dire que sur ça, oui, donc on peut facilement éliminer le produit. Donc, c'est plus, si vous voulez, un point négatif du produit chez les femmes jeunes, parce que d'une façon très schématique, il est facile à prescrire, il est efficace, facile à prendre. Les malades vont adhérer d'une façon phénoménale. Et si jamais il s'agit d'un sujet jeune ou bien une personne qui prévoit faire une famille, même si elle prend le traitement, on peut l'éliminer, comme vous voyez ici, sur quelques jours. Certes, l'élimination, elle est un peu gênante pour la personne à cause des effets secondaires, mais en moins que 10 jours à 11 jours, plus que 98% du produit est déjà éliminé. Voilà, et je vous remercie pour votre patience et surtout parce que vous êtes restés nombreux jusqu'à la fin. Je vous invite à poser des questions et surtout à remplir les fiches qui vont nous aider, nous, en tant que service de neurologie et surtout le groupe de l'hôpital pour s'améliorer et surtout que nos prochaines réunions soient meilleures. Oui, merci Halim de ta présentation. Donc les fiches, il faut les remplir où exactement? Ça sera envoyé chez nous par mail. Oui, alors Rabi' va nous aider dans ça, mais ça va défiler actuellement, je pense. Je dois quitter avec eux, je suis en contact. Chat. دكتور عبود Oui. دكتور دسوقي معك. Bonsoir. Bonsoir Hakim. D'abord, merci pour toi Halim de m'avoir invité à assister à ce webinaire depuis hier, mais ce soir, vraiment, à cause de ces problèmes de connexion, j'ai pas pu être avec vous dès le début. Dans ce pays, vous savez très bien qu'il faut chercher un coin où l'Internet est présent. Donc, désolé encore une fois. Et merci aussi pour Joseph qui a pris le travail aussi que j'aurais dû faire. C'était vraiment un grand plaisir aussi de voir le Dr Adnan Awada qui nous manque tous. Et félicitations pour votre établissement, pour l'hôpital Hôtel-Dieu de France et surtout pour la bonne nouvelle de l'annonce de l'annonciation de service de CEP qui va être mis en jour très prochainement. Bon courage et bonne continuation et j'espère qu'on va vous revoir bientôt. Merci, merci Halim. Merci Mohamed. Merci. Alors, Mohamed Dassou était être avec nous comme à côté de Dr Joseph Hatem, mais comme il a bien dit, malheureusement à cause de l'Internet, il n'a pas pu nous joindre. Alors, il est le futur président de la Société libanaise de neurologie. Il était censé prendre ses fonctions il y a un an, mais à cause de Covid, il attend toujours pour les prendre. Cheikh Mohamed, président. Oui, en attendant le prochain AHD Oui. de syndicat, bien sûr. Alors moi, je veux dire encore une fois merci et surtout merci pour la direction médicale, pour le soutien qu'elle nous donne toujours et qu'elle offre à tous les services. Et un grand merci surtout
à nos collaborateurs et surtout nos collègues. Et je finis par dire merci à Biologics, Novartis, Sanofi, Roche et Merck, qui sont nos partenaires éternels. Et merci et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.